scolaire et donc, c'est déroulé, comme je disais, dans certains services de garde en milieu scolaire et aussi dans la communauté. Les objectifs de l'événement aujourd'hui, c'est d'abord de vous faire connaître les effets de ce projet sur les pratiques du personnel éducateur en service de garde en milieu scolaire et celles des personnels intervenants communautaires en milieu défavorisé. Dans deux volets. D'abord, dans le développement de la littératie chez les enfants du préscolaire précisément, et dans la collaboration surtout entre le service de garde en milieu scolaire et la communauté, évidemment, afin de mieux soutenir les parents dans l'accompagnement de leurs enfants en matière d'éveil à la lecture et l'écriture. Ce projet s'est déroulé conjointement entre une école montréalaise pour tous, donc pour les services de garde en milieu scolaire, et Réseau Réussite Montréal pour les organismes communautaires qui accueillent, qui offrent des activités en éveil, lecture et d'écriture. Donc, avec ma collègue Luc Pierre d'une école montréalaise pour tous et avec Marie Perrault de Réseau Réussite Montréal. À ce moment-ci, bonjour Maryse. Je cède la parole donc à Amel Boudina de Réseau Réussite Montréal. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Afin que l'événement se passe de manière optimale, il y a quelques petites consignes que je vais vous lire, que vous pouvez voir à l'écran notamment. Tout d'abord, dans le cadre du développement et du déploiement de l'expertise en milieu défavorisé montréalais, le programme Une école montréalaise pour tous du ministère de l'Éducation et le Réseau Réussite Montréal souhaitent produire un document audiovisuel. L'activité d'aujourd'hui sera donc enregistrée et pourra être visionnée via le site d'une école montréalaise pour tous et celui de Réseau Réussite Montréal à partir du 7 juin, et ce, à des fins éducatives. Pour le bon fonctionnement de la plateforme, nous devons désactiver les caméras et les micros. Nous les ouvrirons à la période de questions. Donc là, je vais regarder si j'ai, moi, l'option pour pouvoir fermer les caméras et les micros. Et non, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut remettre le déroulement de la rencontre et du consentement? Parfait. Donc, la chercheuse souhaite pouvoir interagir avec vous à certains moments durant sa présentation et répondre à vos questions. Vous pouvez participer et poser vos questions de différentes façons. Tout d'abord, en levant la main, vous pouvez prendre la parole lorsqu'une animatrice vous invite à le faire. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Donc, si vous n'êtes pas au courant, comment est-ce qu'on lève la main sur Zoom? Donc, si vous avez la nouvelle version de Zoom, vous allez voir qu'il y a écrit « Réaction » en bas à droite. Et si vous cliquez sur « Réaction », vous allez pouvoir voir qu'il y a « Lever la main ». Si vous avez l'ancienne version de Zoom, ça se fait en cliquant sur « Participants ». Et en mettant la souris sur votre nom, et normalement, si vous mettez sur votre nom, vous avez la fonction « Lever la main ». Donc, voici les deux manières pour pouvoir lever la main. Donc, en participant de cette façon, vous consentez à être filmé et enregistré pour les besoins de l'activité. Vous autorisez une école montréalaise pour tous et Réseau Réussite Montréal à diffuser l'enregistrement incorporant vos noms, vos voix, images sur son site web et à des fins éducatives, bien sûr. Si vous ne souhaitez pas faire partie de la vidéo, nous vous invitons à inscrire votre question dans la discussion. Donc, dans le petit en bas à droite, vous avez l'espèce de petite bulle de bande dessinée discussion. Donc, vous pouvez laisser votre question à cet endroit-là. Je la lirai à Julie et je m'assurerai qu'elle soit transmise à Julie afin qu'elle puisse y répondre. Si jamais vous désirez changer votre nom, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe aussi en allant dans « Participants », en mettant la souris sur votre nom. Si vous avez la version française, vous allez voir écrit « Plus ». Excusez-moi, je vais vous demander à tous et à toutes de fermer vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Donc, ça serait vraiment très gentil, en fait, parce que je n'ai pas la fonctionnalité pour le faire. Je ne sais pas si Joanne ou Maryse l'ont. Donc, c'est ça. J'ai un problème avec cette affaire.
Maryse va te placer comme co-hôte, Oui, parce Amel. que je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas fermer. Pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je ne sais pas comment fermer les micros. Vous pouvez aller sur désactiver le son en bas à gauche. Oui. Alors, on n'est pas dans un format, je m'excuse, je vais prendre la parole pour démêler ce petit nœud-là. Maryse Perrault de RRM. Bonjour à tout le monde. Écoutez, on n'est pas en format webinaire. Quand on a un format webinaire, ça veut dire que les micros et les caméras sont fermés d'office et que ce sont les hôtes ou les animatrices qui ont le contrôle. Là, ce n'est pas le cas, on est dans un web meeting. Vous gérez chacun et chacune votre propre caméra et votre micro. On vous demande de vous discipliner donc, et pour l'instant, de couper votre micro. Ça ne vous empêche pas d'entendre les échanges, d'entendre la présentation et de ne l'ouvrir que quand vous voulez poser une question. OK? Pour la caméra, c'est selon si vous voulez être enregistré ou pas, que vous préférez ne pas apparaître. Ça ne vous empêche pas de participer. Mais nous n'avons pas dans la formule web meeting, en tout cas, je ne crois pas, le loisir de rajouter des animatrices, des co-hôtes. Tout le monde est au même niveau. C'est très, très démocratique et très, très, très égalitaire. Et donc, chacun prend la parole quand il y a besoin de le faire là, dans ce qu'on a prévu comme déroulement avec l'équipe d'organisation et les personnes ressources là, qui sont présentes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Excusez-moi, j'ai juste une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un PowerPoint par la suite après qu'on finisse cette formation? Parce que moi, personnellement, je commence mon travail vers 11h moins 20, fait que je dois être à l'école. Oui, oui, bien vous sûr. Allez laisser, c'est ça, Amel va tout vous dire. Oui, oui. Alors, oui, on prévoit tout ça. Donc, on vous demande de fermer votre micro, écoutez bien les consignes, vous allez voir, vous allez avoir toutes les informations et vous allez les avoir plutôt 2 fois qu'une. Ne vous inquiétez pas. C'est beau. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir, si jamais vous voulez changer votre nom, comme je vous disais, vous pouvez simplement aller cliquer sur « Participant », mettre la souris sur votre nom. Si vous êtes en français, vous allez voir « Plus », cliquez sur « Plus » et cliquez sur « Renommer ». Et si vous êtes en anglais, vous allez voir « More ». Donc, cliquez sur « More » et si vous cliquez dessus, vous allez voir normalement « Rename ». Je ne l'ai pas en anglais, donc je ne sais pas exactement quel est le nom en anglais. Donc, ça, c'était pour les consignes. À la fin de l'événement, nous vous demanderons de compléter un court questionnaire d'appréciation. Pour ce faire, vous pourrez le remplir en ligne à partir du code QR qui apparaîtra à l'écran ou de l'hyperlien qui sera déposé dans le fil de conversation. De plus, un dossier documentaire comprenant un hyperlien de rediffusion et un autre vers le questionnaire d'appréciation, ainsi que le rapport final, vous seront envoyés. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Vous pouvez mettre votre commentaire dans la discussion si jamais vous voulez d'autres précisions. C'est parfait. Je vais donc redonner la parole à Joanne qui va vous présenter notre chercheur. Joanne? Oui, j'arrive. J'ai eu un appel d'une éducatrice qui avait besoin d'aide pour se connecter. Alors, me revoilà. Donc, voilà, et c'est vraiment le moment. Il me fait vraiment grandement plaisir de vous présenter Madame Julie Mirbisaillon, qui est professeure titulaire au département des études sur l'adaptation scolaire et sociale de la Faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke, avec qui nous avons, avec grand plaisir, réalisé ce projet de recherche. Donc, Julie, à toi la parole. J'arrive. Je cherchais mon nom parce que je voulais voir tout le monde avant. Est-ce que vous me voyez ou pas encore?
Non, encore. on ne vous voit pas. Mais vous m'entendez. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, là, on vous voit. Voilà, d'accord. Alors, c'est de ma faute ce matin, le petit chaos, parce que moi, j'avais envie de vous voir quand on va interagir. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on soit dans une formule comme celle-là. Fait que techniquement, c'est ça, on vous demande de garder vos micros fermés pendant la présentation. Puis, il y aura des moments de questions à travers ma présentation pour que vous puissiez allumer votre caméra et m'adresser vos questions de façon vraiment interactive. On dirait que je suis comme tannée d'être en ligne. J'aurais aimé ça être avec vous autres aujourd'hui puis qu'on puisse vraiment échanger en présence. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'un projet, je dirais que je mène depuis vraiment longtemps. Là, les débuts de ce projet-là remontent à 2010, mais avec École montréalaise, c'est plus récent qu'on a mené ce projet-là. Il y a comme une année aussi de pandémie qui nous a séparés du début de ce projet-là et de la présentation des résultats. Donc, on est vraiment content aujourd'hui de vous les présenter. Je rappelle que le projet d'éveil à la lecture et à l'écriture en service de garde en milieu scolaire est organisé autour d'activités telles que surtout l'animation du livre, le développement du vocabulaire, la psychomotricité, la discussion, les coins lecture. Ces activités-là sont conçues pour favoriser, sont conçues autour, je dirais, de thèmes pour favoriser l'éveil à la lecture et à l'écriture. Elle s'anime vraiment avec du matériel qu'on met à disposition des éducatrices. Et l'idée, c'est vraiment une approche pour préconiser le plaisir, la découverte et donner le goût aux enfants, en fait, de participer à des activités qui vont leur permettre de développer leurs sentiments positifs autour du langage, des livres. Et même, on a rajouté les mathématiques là, et un peu des activités pour les petits scientifiques. Plus précisément, les objectifs du projet, il y en avait 4 au départ. Soutenir le développement global et le bien-être des enfants en milieu défavorisé du préscolaire 4 ans et 5 ans. Soutenir le développement professionnel du personnel éducateur en service de garde et des intervenants en éveil à la lecture et à l'écriture dans la communauté. Soutenir les parents dans l'accompagnement de leurs enfants en matière d'éveil à la lecture et à l'écriture et du développement global en collaboration avec les organismes communautaires. Évaluer les impacts de l'approche auprès des enfants de 4 ans et 5 ans. Donc, on a mis l'approche en place et on a évalué les effets à la fois sur le développement des éducatrices, des intervenants communautaires et des enfants. L'approche, c'est sûr que j'ai une approche qui, je dirais, sort un petit peu des pratiques scolaires. On n'est pas dans une perspective de position d'écoute, de lever la main. On permet aux enfants de bouger, même en situation de lecture. C'est une approche qui est centrée sur la spontanéité du langage des enfants, centrée aussi sur leur curiosité et je dirais que c'est une approche dans laquelle on transforme beaucoup les interventions comportementales en interventions langagières. Pour ceux qui sont moins familiers avec le programme, il y aura les sites Internet là, à la fin de la présentation, mais je dirais que chaque thème est accompagné d'une fiche d'activité dans laquelle on décline l'ensemble des activités autour du livre. Donc, il y aura toujours autour de l'animation d'1, 2, 3 livres, des activités intérieures, des activités extérieures, des chansons, des comptines, des conseils pour la discussion. Et il y aura toujours aussi une fiche qui va accompagner chacun des livres pour un peu identifier les types de questions qu'on peut poser à travers les livres. Il y a une version aussi anglophone et il y a une version aussi pour le communautaire que je vous montrerai tout à l'heure. Et ce qu'on demandait aux éducatrices, c'est d'animer l'ensemble des activités, pas juste une ou deux activités, mais vraiment l'ensemble pour que les enfants à la fois baignent dans un milieu langagier, mais aussi les fiches sont conçues pour vraiment faire le tour de chacun des domaines de développement de l'enfant. Ensuite, si je vous parle de mon approche, qui est peut-être un petit peu plus particulière, je dirais, parce que l'animation de l'album vraiment est au cœur là, de mes interventions. Moi, je suis quelqu'un qui intervient, qui jase beaucoup avec les enfants. Donc, ce n'est plus une approche traditionnelle de type, moi, je lis et l'enfant écoute, puis ensuite, je pose des questions.
Je vous donne un exemple pour que vous sachiez vraiment dans quoi on s'embarque. Moi, je suis dans une approche vraiment émergente. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire émerger en posant des questions aux enfants. Et là, je vous donne un exemple. La première question que je pose est toujours sur la page couverture, c'est-à-dire, par exemple, à partir de la page couverture, de quoi penses-tu que l'histoire va nous parler? Puis là, je me laisse vraiment guider par les enfants. Je me laisse vraiment guider par les enfants, c'est-à-dire, bon, souvent, ce qui va arriver quand il y a des animaux sur une page couverture, on a l'enfant qui va nous dire « Ah, ben moi, j'ai un chien à la maison. » Et souvent, quand ça arrive, il y a un bris dans la communication avec l'enfant. Fait qu'on assiste parfois à ce bris-là en disant « c'est pas tout à fait en lien avec la page couverture. » Oui et non, je dirais, c'est en lien parce que l'enfant est en train de faire des liens avec sa vie personnelle. Alors, moi, ce que je fais dans ce temps-là, je prends la réponse, puis en plus, je relance les enfants. Puis là, je fais le tour des animaux de compagnie. Puis une fois que j'ai fait un peu le tour des animaux de compagnie, ensuite de ça, je vais les relancer par de nouvelles questions. OK, maintenant, il s'appelle comment ton chien? Puis je fais le tour tout ça. Est-ce que tu as d'autres animaux à la maison? Et après ça, je vais revenir avec une nouvelle question. Maintenant, là, je suis sur la même. Je vais aller sur l'autre. Voilà. Bon, en fait, je vais relancer avec d'autres questions de type, maintenant qu'on a parlé de nos animaux de compagnie, l'animal qui est sur la page couverture, ce sont lesquels? Puis là, on va les nommer. Puis après ça, bon, on voyait qu'il y avait un petit singe avec des gros animaux. Fait que là, moi, je vais traiter, dans cette discussion-là, je vais traiter la réponse qui me convient ou qui a l'air de convenir au groupe pour vraiment relancer. Donc, j'ai beaucoup une approche de discussion autour du livre et c'est un petit peu ça qu'on a essayé d'inculquer aux éducatrices là, dans ce projet-là. Donc, premier volet dont je vous parle, c'est le développement professionnel des éducatrices en service de garde en milieu scolaire. C'est un volet qui a été beaucoup développé par Annie Chalifou, qui était doctorante, et sa thèse va être soutenue là, dans un mois et sera publiée. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, vous pouvez vraiment aller lire l'histoire des éducatrices là, à travers cette thèse-là. Les éléments de la problématique hein, dans le travail des éducatrices, il y a plus de 330 000 enfants qui fréquentent les services de garde. C'est le premier choix de garde pour 85 % des parents. Certains enfants passent plus de temps en service de garde qu'en classe. On sait que le contexte de ratio enfants de 4 ans et adultes est très élevé, qu'il y a un roulement de personnel, que les locaux, c'est difficile. On sait aussi que les éducatrices ont un mandat éducatif, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la formation est quand même assez concise, limitée dans le sens de très courte, et que tout ce contexte-là fait que des fois, la tâche, elle n'est pas claire, en fait, de ce qu'on attend dans ce travail-là. De ces éducatrices-là qui font un travail quand même assez incroyable. Alors, juste pour rappeler le déroulement de la recherche, Annie, elle a fait de l'observation, on a fait de la formation en focus group. Je vais rappeler qu'on doit garder nos micros éteints. Il y a eu des entrevues téléphoniques avec les éducatrices. On a refait des observations et des entretiens individuels. Puis à la fin aussi, on a rencontré à deux entretiens de groupe avec les éducatrices et on a fait un bilan. Ce qu'on sait, on s'est attardé à analyser, disons sous deux angles, en fait, les effets de la formation en matière d'élé. Donc, on a regardé un peu l'intérêt des enfants autour de l'animation du livre, des jus libres, des besoins des enfants. On a regardé aussi les pratiques qui étaient déjà très ancrées au niveau de l'éveil à la lecture et à l'écriture. On a questionné beaucoup ces pratiques-là ensemble. Et on a regardé aussi le cheminement des réflexions autour du travail de la garde scolaire. Ça a été vraiment intéressant pour décrire le travail et les connaissances dont on a besoin pour travailler en milieu scolaire. Autour des enfants de 4 ans et 5 ans, parce qu'on pense que les pratiques à développer sont peut-être un petit peu différentes que pour les enfants plus vieux. On a regardé des défis et on était vraiment dans une approche de réflexion, construction là, avec les éducatrices.
Donc, les résultats, à la suite, je dirais, de la première formation, on a vu vraiment une grande ouverture des éducatrices face à l'animation des activités d'éveil à la lecture et à l'écriture. Les activités ont été jugées intéressantes et adaptées. Je dirais, on a réalisé à quel point les conseils autour de la réalité des enfants qui ne parlent pas le français et pour l'apprentissage de la langue est au cœur, je dirais, de l'intégration de ces enfants-là. Donc, l'utilisation des images, l'utilisation du même vocabulaire dans plusieurs activités, les comptines, tout ça, le fait de traiter ça dans une espèce de plusieurs activités, ça faisait que le thème était comme transversal. Donc, ça a été mentionné. Ensuite, certaines éducatrices disaient, on a vu nos groupes être réorganisés souvent. J'imagine que cette année, ça a été encore plus difficile, ce qui rend difficile quand même d'installer des routines. Donc, ça nous fait réfléchir aussi sur l'organisation scolaire des services de garde. Les intérêts pour les enfants, pour les activités et le moment de lecture, des éducatrices disaient, ils sont prêts, ils s'assoient, ils ont hâte de commencer. On a vu une évolution au niveau de l'attention. Ils ne regardent plus partout et ils s'installent et ils écoutent. Donc, on voit vraiment une évolution dans cette capacité d'attention-là. Je dirais que de façon générale, les éducatrices ont aimé animer le projet. On a une conseillère pédagogique qui nous ramenait que les éducatrices qui participent au projet, elles les trouvent très emballées. Elles voient toutes sortes de choses nouvelles. C'est animé tout le temps. Les éducatrices sont très stimulées et ça paraît dans leur pratique. Donc, ça, c'est vraiment un des beaux résultats qu'on a vu. Ça a changé la pratique des éducatrices. Ensuite, ça a aussi permis de regarder un peu, je dirais, la description, le travail et les connaissances nécessaires pour faire ce travail-là. Ce qui est assez difficile parce que le nombre de tâches est exponentiel quand vous travaillez en service de garde. On a beaucoup parlé de sens de l'observation, de connaissance des enfants, du souci du bien-être de ces enfants-là, de la capacité à se réajuster en fonction des groupes, de créer un lien avec les enfants, avec les parents et de trouver des solutions lorsque les enfants, je dirais, perturbent le groupe ou ont plus de difficultés au plan des comportements. Ensuite, on s'est aussi posé des questions sur d'où ça vient nos façons d'intervenir en service de garde en milieu scolaire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est oui, il y a la formation, mais il y a aussi l'instinct. Il y a aussi notre propre éducation comme éducatrice. Les pratiques parentales qu'on a avec nos enfants, on les transpose en service de garde. Les expériences de travail. Et on avait une éducatrice qui nous disait, bien, je fais comme je voudrais qu'on fasse si c'était mes enfants. Donc, on se retrouve vraiment dans un travail qui est à la fois à cheval sur l'éducation, le monde de l'éducation, mais aussi sur la sphère du parentage. Donc, être un parent, qu'est-ce que c'est? Parce qu'avec des enfants de 4 ans et 5 ans, ce n'est pas la même réalité qu'avec l'autonomie que les enfants de 10, 11, 12 ans auraient. Ensuite, je dirais que une constante, c'est que les éducatrices nous disaient les enfants de 4 ans, ça impose une réflexion sur le déroulement de la journée, les lieux d'accueil. Parce que souvent, on nommait comment les enfants sont fatigués à la fin de la journée. Puis même, on le nommait au début de la journée déjà. On disait, par exemple, moi, je sais que rendu à 9 heures, quand je viens les chercher, ils n'ont plus d'attention. Ils ont vu au moins 3 éducatrices depuis le matin. Donc, ça nous a vraiment fait réfléchir, en fait, ce travail-là sur l'organisation scolaire du service de garde, même au plan des horaires de travail et ce que ça peut créer chez les enfants, ces nombreux changements-là. Dans la récurrence des commentaires, on a vu les enfants de 4 ans qui passent de longues journées à l'école et qui, à 3 heures, souvent sont très fatigués. On a donc proposé des alternatives, des consignes très simples, permettre de choisir entre des jeux libres ou des activités proposées. Et on a surtout réfléchi sur, dans le cadre de ce projet-là, sur la manière d'animer les activités délais. Par rapport, par exemple, à des fois la tension qu'on a entre l'espace un peu plus ludique du service de garde et les règles un peu plus strictes, qui ne sont pas toujours strictes, mais les règles peut-être un peu plus cadrantes de la classe, comme les positions assises, lever la main, le silence, qui s'appliquent
un petit peu dans un cadre un peu plus desserré, je dirais, là, dans le cadre de services de garde. Et on s'est rendu compte que les enfants font tout à fait la différence, hein, parce qu'on avait cette crainte-là au début, comment les enfants vont faire la différence entre la classe et le service de garde pour des activités qui peuvent se ressembler, mais ça se passe assez bien. Ensuite, on a réfléchi aussi beaucoup sur la collaboration qui est très difficile entre les enseignants et les éducatrices parce que quand un n'a pas les enfants, l'autre les a. Et comment on pouvait peut-être pouvoir favoriser ces échanges-là. C'est arrivé à certains moments que les bricolages faits dans le cadre du projet ELE ont suscité l'intérêt de certains enseignants, ce qui a parfois permis de favoriser justement des échanges sur ce qui se faisait au service de garde en milieu scolaire. Dans les éléments de discussion, les transitions et les partages de locaux sont centraux, je dirais, dans le travail des éducatrices, comme dans ceux des enseignants. On a beaucoup parlé de la possibilité ou pas de partager le même local, par exemple, que l'enseignante pour moins déplacer les enfants et pour assurer des meilleures transitions entre les deux et pour assurer aussi un accès à des locaux, des fois, qui sont beaucoup plus adéquats pour les enfants de 4 ans et de 5 ans. Les enseignantes et l'éducatrice travaillent vraiment auprès des mêmes enfants, donc ça pourrait être intéressant de réfléchir en termes de collaboration, comment c'est possible de collaborer, alors qu'au plan technique, c'est difficile parce qu'on est en présence quand l'un ne l'est pas. Je dirais que tout le monde s'est un peu entendu pour dire que la connaissance du rôle de l'autre est prédominante pour installer une collaboration. Et souvent, les éducatrices, historiquement, en service de garde en milieu scolaire, ont été vues comme les gardiennes des enfants, alors que, pour de vrai, elles ont un mandat éducatif. Et peut-être que c'est dans ce mandat-là qui peut avoir un peu l'air flou, on dirait au départ, qu'on a de la misère à se situer quel est le rôle éducatif de l'éducatrice. Donc, en mettant ce projet-là en place, on est arrivé quand même à mieux le définir, là, je dirais. Ensuite, réflexion autour du travail, défi. Je dirais séparément, les éducatrices nomment les enfants plus difficiles. Entre guillemets, ils sont attachants, mais c'est très exigeant et ça nous donne moins de temps pour le groupe. Ce qui a été souvent souligné, si on a aidé à quand même développer quelques trucs, c'est que les enfants qui ont du soutien en classe ne l'ont pas en service de garde. Et ça, c'est quand même étonnant parce que quand on pense que des enfants passent des fois plus de temps au service de garde, ils devraient obtenir le même soutien au service de garde, alors que les ratios sont plus élevés que le soutien qu'ils ont en classe, parce que ça vient complexifier aussi le travail des éducatrices. Et par exemple, quand un enfant bénéficie d'un soutien, par exemple, pour ses comportements et ses interactions sociales, il devrait en bénéficier aussi au service de garde où les comportements et les interactions sociales sont majeurs également. Enfant de 4 ans, l'école comme lieu physique, hein, on a beaucoup questionné ça dans le débat aussi maternelle 4 ans ou pas, mais bon, c'est devenu ça maintenant. Donc, il va falloir embarquer là-dedans. Et donc, l'école comme lieu physique, pour des enfants de 4 ans, il faut le réfléchir. On a parlé de la proximité des toilettes, du déplacement, du matériel accessible. Ça change un petit peu, on dirait, cette façon de réfléchir. Où est-ce qu'on va accueillir nos enfants de 4 ans en service de garde? Et ensuite de ça, les apprentissages de base et la communication en langue française. Je reviendrai ça dans les résultats là, auprès des enfants. Ensuite, les bilans personnels au terme du projet. On a vu des indicateurs de changement de pratique et ça, c'est le majeur pour nous, bien sûr. Dans les interactions avec les enfants, les éducatrices nous disaient « je suis moins directive ». Lors de la lecture, je ne focus pas sur les enfants qui ne sont pas assis correctement. À l'occasion, je vais m'asseoir par terre avec eux. Je leur permets de choisir l'activité plutôt que de l'imposer. J'essaie de démontrer plus de tendresse, faire encore plus de blagues. Et dans les animations et appréciations des enfants, à la fin de la journée, les enfants aiment la lecture, posent des questions, sont attentifs, demandent des explications. Donc, on voit vraiment une interaction s'installer. Quand je leur dis qu'on va lire le livre d'ELE, ils vont tous s'asseoir par terre et ils ont hâte d'entendre l'histoire et de poser des questions. Donc, c'est comme s'ils associaient ce projet-là vraiment à un moment précis. Et on aime beaucoup le projet. On va continuer pour chacun des thèmes. Si je résume les résultats auprès des éducatrices,
un des résultats majeurs, je dirais, qui est un effet collatéral extrêmement positif, c'est que le fait que ce projet-là s'adresse non pas vraiment aux enseignantes, bien que ce serait possible, mais vraiment aux éducateurs, éducatrices en service de garde en milieu scolaire, ça leur a permis de valoriser leur travail. Ce projet-là s'adressait à elles, c'est avec elles qu'on a travaillé et ça a extrêmement valorisé leur travail au quotidien. Donc, on a vu une augmentation de leur sentiment de compétence aussi, une amélioration des pratiques d'éveil, autant au niveau de la qualité des interactions que de la quantité, donc en milieu défavorisé et multiethnique. On a vu une augmentation des pratiques d'éveil qui ne se situe pas juste à travers l'animation du livre, mais davantage dans l'interaction langagière avec les enfants, donc au niveau de la quantité des interactions. On a vu des interactions moins centrées sur le comportement, mais davantage sur le langage. Ça faisait partie de la formation aussi. Et on a vu une amélioration du bien-être au travail. Donc, ça, c'est vraiment les résultats, le résumé des résultats là, auprès des éducatrices. Maintenant, j'aimerais ça donner la parole à 2 éducatrices qui sont avec nous aujourd'hui pour qu'elles puissent témoigner de ce projet-là. Comme ça, ensuite, dans les questions, vous pourrez à la fois adresser vos questions sur ce volet-là, avant qu'on aborde le volet communautaire et le volet enfant, soit aux éducatrices ou soit à moi. Donc, c'est Amel qui va prendre là, les questions, soit que vous levez la main ou soit que vous indiquez par écrit vos questions. Mais on va donner la parole à nos éducatrices là, à ce moment-ci. Alors, on les laisse ouvrir leur caméra. J'aimerais bien les présenter. Wafa El Khatib, éducatrice au service de garde de l'École Enfants Soleil du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Bonjour, Wafa. Et Marcelina Lopez, de la même école, du service de garde de la même école, Enfants Soleil, qui ont participé au projet et qui témoignent pour vous aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je suis Marcelina Lopez, donc je travaille à l'École Enfants Soleil, ça fait longtemps. Et à propos des paroles de Julie, il y a une chose qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'on se rend compte des pratiques qu'on a ancrées en nous. On est vraiment structuré depuis petite à faire d'une façon déterminée à l'école. Donc, à l'école, on doit être assise, à l'école, on ne court pas, à l'école, on fait plein de choses vraiment réglées. Et se défaire de ça, c'est compliqué, mais c'est très satisfaisant. Quand tu commences à les faire, tu te rends compte que les liens avec l'enfant s'agrandissent beaucoup. Mais ce n'est pas évident. Des fois, je me rends compte que j'ai fait des choses que je me rends compte maintenant que je ne devrais pas faire. Mais c'est super satisfaisant personnellement de le faire. J'ai beaucoup aimé ces volets d'essayer de me défaire de mes règles dans ma tête, là, que j'avais. Et d'autre côté, on a beaucoup d'enfants, c'est une école multiethnique. Avoir un Québécois, c'est quelque chose de hors norme chez nous. Et donc, c'est les Français. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas français. Cette année, il y a beaucoup d'anglophones dans ma classe. Et au début, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne peut pas communiquer avec eux. Mais petit à petit, avec beaucoup d'amour et beaucoup de câlins et tout ça, je pense qu'on réussit peu à peu à ils veulent se faire comprendre. Ils veulent nous raconter des choses. Donc, petit à petit, évidemment, en compagnie avec ces professeurs, on réussit à les faire parler un petit peu mieux. Et c'est à peu près ça que je voulais parler. Merci, Marcelina.
De rien. Je te remercie à toi aussi parce que là, ça a été un gros boom pour moi. Alors, on va donner la parole à Wafa, je pense. Hein? C'est ça, Joanne? Oui, oui. Bonjour. Et juste avant, Wafa, juste avant de te laisser la parole, on l'a dit au début, mais je sais qu'il faut prendre l'habitude. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à l'indiquer dans le fil de communication, là, dans le clavardage, dans la discussion. En fait, je ne sais plus comment l'appeler. Voilà. Donc, Wafa, la parole est à toi. Bonjour, mon nom c'est Wafa Al-Khatib, éducatrice à l'école Enfants Soleil. Alors, seulement pour dire bonjour à tout le monde, je vous remercie beaucoup, Madame Gili. Tu nous donnais beaucoup de progression dans notre école à cause de la formation que vous avez, qu'on a fait avec vous, avec ton équipe. Alors, c'était très apprécié pour moi. Et cette formation-là, en participant à ces projets, au projet ELE, alors j'ai bien compris que notre rôle comme éducatrice, il était inspiré de la mission de l'école québécoise d'instruire, de socialiser et de qualifier les jeunes de la société quand on travaille ensemble et en collaboration avec l'école, la famille et la communauté. Alors, les projets, c'était tellement intéressant et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait en collaboration avec les trois, l'école et la famille, les parents et la communauté. Alors, pour moi, la perception des parents qui ont participé à ces activités-là, alors c'était merveilleux. Et seulement pour annoncer qu'une activité de lecture dans notre milieu défavorisé, il était un tremplin pour un atelier de communication orale, les chansons, les comptines. C'était un atelier de créativité dans des bricolages. Et quand on choisit un thème, et avec un livre parlant de ce thème-là, on a favorisé et observé chez les enfants, lors des animations de ces activités éducatives, un développement global de l'enfant, donc cognitive, langagier, affective, morale et sociale. Alors, on a travaillé beaucoup sur le développement d'habiletés chez les enfants, que notre école à nous, comme c'est un milieu défavorisé, on a besoin beaucoup de travailler sur ça et on a bien réussi, grâce à ces projets-là, à cette formation, de donner trop aux enfants et de bien réussir ça avec eux, même avec les parents, d'avoir les parents avec les enfants, ils assistent, ils nous écoutent. C'était tellement un projet très, très intéressant. À cause de ça, j'encourage toutes les éducatrices de suivre toujours la formation, parce que la formation, c'est continu, ça ne finit pas. Alors, une autre chose, à cause de ces projets-là, l'année après, l'année suivante, alors j'ai animé, on a 9 ou 10 classes de maternelle 4 ans, j'ai animé un livre dans la classe en présence des professeurs. Alors, ce projet-là, il m'a donné beaucoup de progression, de développement. Et quand je suis dans chaque groupe pour 30 minutes pour animer un livre en bougeant, en chantant, en tout ça, ça, c'est des choses que l'école, elle m'a offert ça après quand j'ai fait ces projets-là avec vous. Alors, après ça, quand j'ai parlé de ces projets, dans un mes devoirs à l'université, alors j'ai parlé qu'est-ce qu'on a fait avec les projets ELE. C'était les devoirs dans un cours à l'université. Le professeur, il a tellement apprécié, il a tellement aimé, c'était un commentaire positif, qu'est-ce qu'on a fait dans notre école au service des gardes. Alors, je vous remercie beaucoup et je préfère de continuer et de suivre des formations tout au long de ma carrière comme éducatrice. Et en plus, il y a les liens d'attachement avec les enfants. Quand les enfants ils rentrent le matin, on est là pour eux,
Ça, c'est des choses inoubliables. On ne peut pas l'oublier. Parce que quand un enfant, qu'on le voit, qu'il est à l'aise, qu'il te parle, qu'il s'approche de nous, qu'il demande, qu'il est à l'écoute, ça nous donne plus d'être plus motivés, de crier des choses de plus et de plus avec ces enfants-là. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? C'est tout. C'était agréable et j'ai trop aimé cette formation-là. Elle m'a donné beaucoup, beaucoup. En plus, il y a des choses à ajouter. Cette année, après le projet, la directrice de l'école où j'ai travaillé, elle m'a donné un budget pour aller acheter des livres à la librairie. J'ai acheté un livre et je l'ai déposé et je l'ai mis dans la bibliothèque ici, à la portée, à la disposition de toutes les éducatrices des services de garde. Et pour moi, ces livres-là, ils sont là toujours avec moi, je les garde. J'essaie de faire des activités et de créer des autres activités avec les enfants à cause de ces livres-là, ce projet-là et cette formation-là, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de développement professionnel. Merci beaucoup, Julie. Je vous aime. Merci, Wafa. Merci de ce témoignage. Donc, on aurait quelques minutes pour prendre quelques questions sur le volet développement professionnel des éducatrices dans les écoles. Puis là, je dois afficher ça, là, comment ça fonctionne. Donc, quand vous prenez la parole à l'oral, c'est comme que vous consentez à ce que vous soyez filmé, là, parce que vous allez apparaître dans l'enregistrement global. Donc, vous pouvez soit lever la main dans le statut en cliquant sur « Participant » près de votre nom, vous pouvez lever la main. Il y a un petit « Raise Hand » qui va s'afficher au bas de l'écran. Sinon, vous pouvez aussi utiliser, il y a une autre option des fois, au lieu dans vos réactions, vous pouvez aussi lever la main, ça dépend de votre version. Et puis sinon, vous pouvez mettre la question par écrit, puis c'est Amel qui va faire un petit peu le trafic. Donc, on aurait quelques minutes là, pour quelques questions sur ce volet-là. Julie, j'aurais pas une question, mais plutôt un commentaire de la part de Stéphanie Thériault qui dit qu'elle est très impressionnée du projet avec les explications et les témoignages des éducatrices qui ont participé et qu'elle aurait vraiment le goût qu'on le fasse aussi à son école car elle trouve qu'elle a de la difficulté à se trouver intéressante à lire des livres aux enfants et elle aimerait améliorer cela. Super. Bien, en fait, je pense qu'à la fin, il y aura dans les questions d'une école montréalaise la question à quel point ça vous donne envie peut-être de participer à cette formation-là. Puis après ça, je pense que c'est l'école montréalaise qui va faire le suivi là-dessus, si j'ai bien compris, Joanne. Tu as tellement bien compris, je n'ai rien à ajouter. Sinon, dans le chat, il n'y a pas d'autres questions. Donc, il n'y a pas de questions à ce stade-ci. De toute façon, à la fin, on pourra prendre aussi d'autres questions là, si jamais. Ça, c'est Maryse, donc il y a Paul Choquette qui aurait une question. D'accord. Donc, Paul, si vous voulez bien... Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est pas une question, en fait, c'est un commentaire. Je trouve ce projet-là vraiment formidable. Moi, je suis conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire au CSSDM et vraiment, ça m'interpelle beaucoup. Je ne vais pas faire ça trop long, mais je trouve que ça met encore une fois en évidence la proximité, la parenté, en fait, entre le travail des éducatrices et le travail des enseignantes qui sont auprès des enfants de 4 ans et 5 ans. En fait, la base des interventions de toutes ces professionnels-là, c'est des programmes de type développemental. On est tous là pour soutenir le développement des enfants dans tous les domaines. Donc, au niveau moteur, affectif, social, engagé, cognitif. Puis je pense qu'il y a un aspect moral aussi au service de garde. Écoutez, dans un monde idéal, je me dis qu'il faudrait vraiment arriver à établir une meilleure connaissance réciproque des unes et des autres. Et puis, essayer d'avoir des temps de collaboration. Je ne sais pas exactement, il faut être créatif là, parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, les horaires sont différents, sont même presque contradictoires. Donc, voilà, je pense que les enfants et les familles en sortiraient vraiment gagnants si on arrivait à se concerter encore plus puis à soutenir justement le développement de ces enfants-là de façon plus harmonieuse et tout ensemble. Voilà, merci. Merci.
outils, Paul, en fait, ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans les dernières années auprès des tout-petits, c'est que souvent, on dit, par exemple, qu'ils ont des retards au niveau de la maturité, donc on va faire le programme Fluppy pour les interactions sociales. Ils ont de la misère au plan langagier, donc on va faire la forêt des alphabets. Donc, on a additionné plein de programmes qui ont un peu, à mon avis, morcelé ce qu'on appelle faire du développement global. Et ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là, c'est vraiment d'y aller sur le développement global, mais à partir du livre. Et je pense que quand on installe ce type de projet-là au service de garde, c'est comme si on valorisait le travail de l'éducatrice et on attirait aussi l'attention peut-être de l'école sur ce travail-là, en fait, qui est essentiel. Ouais. Tout à fait. Merci. Merci. Et dans le chat, j'ai une question pour Wafa. Donc, c'est France Plouf qui demande que, suite à l'animation en classe en présence d'enseignants, quels ont été les effets et les réactions chez les enseignants? Chez les enseignants, je peux parler, vous m'entendez? Oui, chez les enseignants, c'était très, très apprécié qu'est-ce que je fais dans la classe. Les enseignants, ils sont là, ils sont derrière leur bureau, ils me voient comment je fais avec les enfants, comment j'anime les livres, et j'entends beaucoup d'appréciations, qu'est-ce que je fais, et ils ont beaucoup aimé qu'est-ce que je fais avec les enfants dans chaque groupe. Alors, c'est ça. Et ils ont aimé ça, et ils ont demandé de le faire chaque année, de faire la même chose, d'animer une activité ou un livre animé avec les enfants dans la classe. Et je choisis, et chaque semaine, j'ai choisi un livre différent quand je rentre dans la classe. En faisant ces livres-là, il y a des animations, il y a des cantines, il y a toujours des animations dans ces livres-là. Ça, qu'est-ce que j'ai remarqué? Les professeurs, ils ont beaucoup aimé ça. C'était ça. Merci, Wafa. Est-ce que j'ai répondu à la question? De rien. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être qu'on pourrait en prendre une dernière, puis poursuivre, puis on prendra les autres à la fin. Il y aurait Paul qui aurait levé la main. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai de la misère. Comment faire? Je suis sur mon téléphone intelligent et j'ai de la misère à vouloir écrire, chatter avec vous. Est-ce que vous m'entendez juste pour poser une question? Oui, tout à fait. OK. Alors, mon nom, c'est Katou. Je suis de l'école Simone Monet. De notre côté, notre technicienne, elle a toujours établi une organisation qui s'appelle les livres dans la rue. Fait qu'il y avait une madame qui venait comme 2 fois, 3 fois par mois pour chaque niveau. Par exemple, 3e année, 4e année, maternelle. Et elle faisait des lectures de livres. Et on trouvait que les enfants, ils étaient très, très attirés par sa façon de lire. C'est comme elle était une professionnelle, quoi. Et qu'on essayait d'imiter, nous, les éducatrices, un petit peu pour attirer les enfants vers ça, vers la lecture. Et ce que je fais dernièrement, parce qu'avec la Covid et tout, on l'a plus vu. Je crois qu'au début de l'année, à un certain moment, mais après ça, on a eu de la misère. La dernière qu'on avait eue, c'était qu'on pouvait faire ça en ligne. Mais les enfants, ils étaient tellement déconnectés parce qu'ils trouvaient que c'était très difficile. Et la madame, elle ne pouvait plus continuer parce qu'elle disait que les enfants, ils étaient pas attentifs. Et je la comprends. Alors, de mon côté, une fois, ce que je suis en train de faire, parce que vu les 3e année, 4e année, c'est difficile un petit peu à les ramener vers écouter une histoire. Je commençais à faire des cantines. Et ces cantines-là, ils commençaient à le voir en ligne et à écrire. C'est comme une sorte de dictée. Et après ça, j'essayais de descendre chez les maternelles pour faire comme un show. C'est que les grands, ils vont chanter pour les petits, les cantines. Ils vont chanter ce qu'ils ont écrit. Et que j'ai trouvé que c'était intéressant. Ils trouvaient aussi que c'était intéressant. C'est comme si ils se sont trouvés utiles. Ils aimaient ça animer avec les petits. Mais pour les plus agités
dans nos classes et j'ai trouvé de la misère. Fait que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de ramener les enfants les plus turbulents à pouvoir participer à la lecture des livres? Ben, en fait, c'est une question qui me prendrait quand même plusieurs moments à répondre, mais c'est une question qu'on aborde dans cette formation-là, justement. Je dirais que rapidement, c'est d'accepter qu'il soit turbulent. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, c'est vraiment toujours d'être en interaction puis de leur proposer des défis. Mais ça me prendrait plus de temps à répondre à cette question-là. Mais c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation. Mais il faut les tenir occupés, nos enfants. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Mais vers la lecture, je trouve que c'est vraiment intéressant. Au moins, ils pouvaient comme s'asseoir, lire et être intéressés par des livres. Ça, s'il y a des moyens ou bien des livres spéciaux que ces enfants-là vont être attirés par ça, on aimerait savoir. D'accord, bien, j'essaierai de voir si je peux répondre à cette question-là par le biais de l'École montréalaise puis qui vous diffusera en même temps que le PowerPoint de la formation d'aujourd'hui. Julie, avant que tu passes au prochain bloc, j'ai un autre commentaire que je pense qu'il serait vraiment bien de lire. Oui. C'est Meklati Kheira qui dit qu'elle trouve que c'est un très beau projet. En attendant les témoignages, ça me rend jalouse et ça sera bien de généraliser le projet pour bénéficier, élèves comme éducatrices, de cette belle expérience. Oui, merci. Bien, ça, en fait, pour la généralisation du projet, après ça, ça va appartenir vraiment soit à vos écoles, soit qu'on va regarder avec peut-être le ministère éventuellement. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver de ce projet-là, mais ce projet-là, il faut le savoir, il est gratuit et disponible en ligne. Hein. Donc, je vais vous donner tout à l'heure là, tout ce qu'il faut pour commencer ce projet-là. Là. Ça, je vais vous le donner. Donc, si vous le permettez, on va avancer un petit peu. Puis, on pourra prendre encore des questions là, tout à l'heure, sans problème. Alors, il y avait un deuxième volet dans ce projet-là qui était le volet communautaire. L'objectif, c'était d'essayer de soutenir les parents dans l'accompagnement de leurs enfants en matière d'éveil à la lecture, dans l'espèce de continuité entre ce qui se fait à l'école au service de garde et ce qui peut se continuer à la maison, parce qu'on sait que les éducatrices ont un lien souvent privilégié avec les parents parce que c'est souvent elles qui sont en contact. Donc, on voulait favoriser le rapprochement entre les acteurs scolaires, les éducatrices et les intervenants des organismes communautaires autour du développement de l'enfant. Et on voulait permettre la collaboration entre eux et les parents. Donc, ce qu'on a fait au niveau du déroulement, on a formé les intervenants des organismes communautaires au même moment que les éducatrices, dans les mêmes salles, à la même heure, pour que tout le monde entende un peu le même message. Et à partir de là, on a un peu travaillé sur les liens de collaboration possibles. Les ateliers, 4 à 5 ateliers ont été animés pendant le projet. Les parents étaient invités à faire des activités avec leurs enfants. C'était encore une fois des lectures animées, des comptines, des jeux, des bricolages sur le même format que ce qui se fait au service de garde. L'approche se voulait ouverte et accessible, invitant les parents à participer avec leurs enfants parmi d'autres familles et une collation était offerte lors de ces ateliers-là. La façon dont on a fonctionné, on a un organisme communautaire avec qui on a travaillé. Vous aurez un témoignage tout à l'heure de Holman, où entre 3 et 10 parents par atelier. Il y a vraiment quelque chose à construire avec les parents pour les inviter à venir vivre des ateliers. Et dans un autre organisme communautaire qui était la bibliothèque, on avait environ 20 parents par atelier. Mais la différence, parce que généralement, ce qu'on observe, c'est autour de 10 parents dans les organismes communautaires. Ça, c'est le nombre, je dirais, normal. On avait 20 enfants qui participaient aux ateliers à la bibliothèque parce que c'était Vafa et Marcelina qui recevaient les enfants à la bibliothèque le samedi. Alors, ce qui se passait, c'est que les enfants disaient aux parents, il faut aller à la bibliothèque samedi parce que Marcelina puis Vafa vont être là et elles nous attendent. Donc, ça a créé vraiment quelque chose d'un peu spécial autour de ça et c'est ce qui explique que plusieurs parents étaient là. Voilà. Ensuite, les résultats qu'on recueille, ce qu'on a demandé aux parents, c'est pourquoi vous avez participé aux activités, qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'animer les albums de littérature jeunesse à la maison, qu'est-ce qui a changé dans la façon d'accompagner les enfants lors des bricolages et qu'est-ce qui a changé au niveau de vos interactions avec les enfants.
Ça, c'est une fiche. Vous voyez, la fiche, elle est sous le même format, en fait, que celle pour les services de garde. Celles-ci, elles sont disponibles aussi pour les organismes communautaires. Sur ce site-là, que je vais vous présenter tout à l'heure, il y a, dans les mêmes thèmes, il y a les fiches pour l'école, les services de garde et les fiches pour l'organisme communautaire, mais un organisme communautaire pourrait tout à fait faire un projet indépendant aussi à partir d'un autre site ou de ce site-là. Résultat, collaboration avec les familles. Les parents nous ont dit, on participe aux activités pour avoir un moment avec son enfant. Ça revient souvent. C'est comme si en famille, on manque de temps à la maison. Et le fait d'aller à une activité, ça nous oblige à être attentifs à ce moment-là. Parce qu'ils peuvent jouer. On nous soulignait que des fois, les appartements sont petits, donc ça leur donnait un espace pour jouer. Pour voir nos interactions, nos enfants en interaction, c'est ressorti vraiment beaucoup. C'est plus motivant de faire les activités en groupe que seul à la maison. Les enfants sont fiers de montrer aux parents ce qu'ils font. Et ce qu'ils font à la maison dans les deux groupes, les parents disent qu'ils bricolent à la maison, mais que c'est plus motivant justement de le faire en groupe. Ensuite, est-ce que les pratiques à la maison ont changé depuis le début du projet? J'ai des parents qui me disaient, maintenant, il faut toujours acheter du matériel pour bricoler. Maintenant, je dois toujours lire des livres avec mon enfant. Des fois, ma fille m'aide à finir les tâches ménagères pour qu'ensuite, je puisse lire avec elle. On a de la chance de pouvoir prendre ce temps-là avec nos enfants parce que nos parents ne pouvaient pas faire ça avec nous. Et dans le fond, si je fais une espèce de petit bilan là, des résultats, les perceptions des parents quant au bien-être des enfants, là, je m'adresse surtout à la situation où on a eu vraiment beaucoup de parents qui sont venus à la bibliothèque parce que c'était les éducatrices qui étaient là. Les parents nous disaient, les enfants parlent toujours des éducatrices, les enfants aiment beaucoup les éducatrices, les enfants se lèvent en pensant aux éducatrices, les enfants ne veulent pas qu'on vienne les chercher trop tôt. Puis, il y a même des parents qui, à la bibliothèque, m'ont dit, nous, on est un petit peu inquiets parce que nos enfants vont changer d'école l'année prochaine, mais ils vont changer d'éducatrice. Ils ne savaient pas comment allait se passer l'adaptation. Donc, on sent qu'il y a vraiment un lien qui s'est créé. Ce lien-là s'est créé aussi dans l'autre organisme communautaire, dans le sens où les familles sont quand même, même si elles étaient quand même changeantes, il y a des familles qui sont revenues. Et ça démontre à quel point c'est important le lien aussi avec les intervenants là, en milieu communautaire. Je dirais que la collaboration aussi avec les organismes communautaires a permis aux familles d'avoir accès à ce qui se passe à l'école parce qu'on expliquait ce qui se passait en service de garde par leur relation avec les éducatrices ou les intervenants du communautaire sans être à l'école et tout ce que ça peut impliquer pour un parent qui parfois est en rupture avec l'école depuis très, très longtemps. Donc, il se retrouve dans un environnement moins menaçant, mais tout en sachant ce qui se passe à l'école. Et je dirais que par l'approche qu'on a déployée, donc on a déployé la même approche chez les intervenants communautaires que chez les éducatrices en service de garde. Ça permet de soutenir le sentiment de compétence des parents qui parfois se sentent peu compétents et de modifier tranquillement, je dirais, dans cette approche-là, certaines pratiques aussi des parents en modélisant un peu comment nous on fait. L'idée n'étant pas de former les parents, mais de faire en présence des parents. Donc, là, je laisse la parole à Holman, parce qu'Holman a été un acteur très important dans ce projet-là. C'est un de ceux qui a réussi à mettre en place les ateliers dans son organisme communautaire, ce qui n'est pas chose facile aussi, là, et qui a maintenu ces ateliers-là là, du début à la fin. Donc, Holman, je te cède la parole. Bonjour tout le monde, mais avant tout, j'aimerais remercier Julie et Joanne au projet en réalité parce que la formation a permis de développer chaque lecture, mais c'est une belle opportunité pour les familles dans la communauté, surtout pour les familles migrantes, de donner un espace aux parents pour pouvoir éveiller la lecture aux enfants. Oui, au début, c'était comme une opportunité différente à l'école de pouvoir lire un conte et faire une activité, un bricolage. Mais je trouvais des témoignages des parents comme « Ah oui, ça a changé à la maison, maintenant on commence à lire plus ». Ou des parents qui au début « Ah non, c'est une activité seulement pour les mères », mais après ils participaient plus dans l'activité.
ou des enfants qui n'aimeraient pas repartir à la maison parce que c'est un espace qu'ils ont gagné en réalité avec les parents. Et je crois que ça, c'est le plus important. C'est une autre opportunité pour aider les enfants à stimuler la lecture dans d'autres espaces que l'école. Merci, Holman. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à adresser à Holman ou à m'adresser sur le volet maintenant communautaire? J'ai des questions dans le chat, Julie. Oui. On a Stéphanie Thériault qui demande comment ça a été en bulle groupe au SDG cette année pour ces activités. Est-ce que ça pourrait être fait avec tous les groupes d'âge? C'est une très bonne question. Je pense que le projet, comme on l'a conçu, donc les fiches peuvent très bien s'appliquer 4 ans, 5 ans, première année, peut-être même deuxième année, mais c'est vraiment conçu pour du 4 ans, 5 ans. Maintenant, l'approche peut tout à fait être déployée avec des élèves plus vieux. Ça, c'est vraiment pas un problème, mais on n'a pas prévu de livres et de fiches pour des enfants plus vieux. Mais je pense qu'on peut tout à fait s'inspirer de cette pratique-là, aller voir sur le site LESGMS, puis transposer là, un peu le même schéma, puis l'adapter à des plus vieux. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas dans le chat. Stéphanie aimerait avoir une précision. Elle dit « Parfait, merci » et en temps de pandémie. En temps de pandémie, ce n'est pas moi qui peux répondre. Ce serait plus les éducatrices ou Holman, mais je pense qu'en temps de pandémie, ça a été plus compliqué. Là. Mais c'est vraiment les éducatrices ou Holman qui pourraient répondre à ça. Paul Choquet aurait un commentaire. Paul, est-ce que vous voudriez est-ce que vous voudriez faire votre commentaire de vive voix ou vous aimeriez le mettre dans le chat? Oui. Non, je suis prête. C'est encore moi. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec quelque chose que je pense vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez cette modalité à la maternelle 4 ans à temps plein. Il y a un volet parental, c'est-à-dire qu'il y a une mesure budgétaire spécifique pour mettre sur pied 10 rencontres avec les parents des enfants de la classe. Nous, on privilégie beaucoup les rencontres parents-enfants d'ailleurs. Et les écoles, dans le fond, sont invitées à collaborer avec les organismes communautaires dans le cadre de ce volet parental-là. Mais je pense que les organismes communautaires qui connaissent ça peuvent aussi lever la main puis dire « Allô, nous, on est disponible puis on aimerait vous aider, contribuer à ce genre de... voilà, si ça peut vous servir, puis servir aux enfants puis aux familles au bout du compte. Merci. C'est tout à fait pertinent. Ça rejoint un des projets que j'ai mené il y a quelques années où c'était les organismes communautaires qui invitaient les familles à l'école. Donc, au lieu que l'invitation arrive de l'école et qu'on s'imagine que c'est scolaire, c'est vraiment les maisons des familles qui sont en relation proximale avec les parents qu'on essaie de rejoindre, qui avaient invité, qui disaient « Moi, je vais être là, on se connaît. Moi, je vais être là dans la classe quand tu vas venir avec ton enfant. » Et ça demande quand même toutes sortes d'ajustements parce que des fois, il y a des préjugés de part et d'autre, hein, autant chez les enseignantes envers les familles que des familles envers l'école. Et ça demande un travail de préparation aussi, je dirais, à la fois des écoles et à la fois des familles. Mais je pense effectivement que les organismes communautaires sont des pivots qu'on n'utilise pas, entre guillemets, assez, en fait. Donc, oui, tout à fait. Tellement, puis ça peut aider juste pour compléter à diminuer peut-être l'anxiété des parents qui ont un parcours scolaire qui les a éprouvés eux-mêmes. Donc, ça peut aider à la communication et la concertation. Merci beaucoup. Tout à fait. J'ai d'autres questions, Julie. Il y a Lutte qui demande « Et la participation des pères ?» Question pour Holman, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Surtout, j'étais surpris parce qu'au début, c'était plus de femmes qui sont arrivées, les mères, avec les enfants, mais de plus en plus, je voyais des hommes en train d'aider ces enfants à développer l'atelier parce qu'on avait un bricolage, on avait besoin de la participation. J'ai fait quelques activités comme de chanter, mais j'involucrais les parents à faire ça. Alors, ils avaient un rôle pendant les activités.
Mais je voyais surtout qu'à la fin, il y avait presque 2 ou 3 parents qui revenaient assez souvent les leçons. Au début, c'était, oui, choquant dans la mesure qu'ils sont arrivés. Ah non, mais c'est pour lire, c'est pour faire du bricolage. Non, si j'aurais su, j'aurais envoyé ma femme ou c'est moi qui suis venu parce que ma femme est avec les enfants, mais ce n'est pas une activité pour moi. Alors, le rôle de père est conçu dans une autre culture. Et c'était un obstacle au début, mais à fur et à mesure qu'on commençait les activités, ils voyaient que c'est plus une intégration. On parlait de la lecture, on parlait des livres, on commençait à regarder les images, les questions, on fait des petits jeux, on chantait, et ils aidaient aux enfants à faire le bricolage. Oui, là, je voyais que c'était plus involucré, plus actif que même les mères. Alors, à la fin, c'était comme, ah, c'était une belle expérience et on va revenir la prochaine semaine. C'était super agréable regarder les pères changer pendant les ateliers. Merci, Alman, de ce témoignage, parce qu'effectivement, des fois, les papas puis le bricolage, c'est comme, on dirait que c'est pas leur rôle, alors que là, on arrive avec ces projets-là à donner des défis aux enfants qui doivent solliciter les adultes. Et il faut dire aussi qu'il y avait une activité motrice où on demandait physiquement aussi aux papas d'être actifs. Donc ça peut aussi aider les papas à s'impliquer davantage, mais on défait toutes sortes de stéréotypes avec ça aussi. Là. Des fois, le château de princesse se transforme en bateau de pirate, puis c'est très intéressant de voir comment le papa intervient avec son enfant là-dessus. Ouais. Alors, on poursuivrait au niveau des enfants. Effet des approches au niveau des enfants. J'aimerais aussi savoir combien il me reste de temps à peu près là, pour que je vois ce que je présente, puis que je laisse un peu plus de côté, puis qu'on enverra aux éducatrices. Amal, est-ce que tu peux me dire? Combien de temps il te reste? Donc, normalement, nous terminons... Je vais te permettre, là, c'est moi qui tiens l'horloge, alors je vais t'aider, Amel. On devrait commencer la présentation du 3e bloc à 10h05, il est 10h11. Donc, on a un 5 minutes à peu près de retard sur le temps, ce qui n'est pas grand-chose, là. J'ai jusqu'à quelle heure? Julie? J'aurais jusqu'à quelle heure, Maryse, juste pour me le préciser, me le repréciser? Tu aurais jusqu'à... Pour la présentation du 3e bloc, on pourrait dire 10h25. Parfait. 10h25, 10h30. Et puis, après ça, on passerait aux conclusions et quelques dernières questions, commentaires, s'il y a lieu. Ça me va tout à fait. Alors, OK. L'effet de l'approche auprès des enfants, il y a beaucoup de questions techniques qui vont se poser. Alors, je vais probablement passer des diapos que je mettrai à disposition pour ceux qui veulent aller creuser un peu plus techniquement les résultats. Je vais essayer de les vulgariser le plus possible, mais tu sais, c'est toutes des analyses statistiques, donc moi aussi, ça me prend un travail d'appropriation. Ce que je peux déjà vous dire au départ, c'est qu'on avait 65 enfants qui ont été exposés au programme LE-SGMS ou à un programme qui visait les conduites interprétatives en classe. C'était un programme qui était mené en parallèle par Hélène Turgeon, soit à ces 2 interventions-là. 15 enfants faisaient partie du groupe témoin et n'ont été exposés à aucun des programmes parce qu'on voulait vraiment regarder est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui sont exposés ou pas exposés. Dans ces 80 enfants-là, on avait 41 francophones, 16 anglophones et 23 allophones. Donc, tout de suite, je vous dis au départ, il y avait des effets différenciés selon les groupes, selon l'âge, parce qu'il y avait des enfants de 4 ans et 5 ans, selon le genre, fille ou garçon, et selon la langue maternelle aussi également. On a fait un pré-test, post-test. Le reste est un peu technique, là, mais on a évalué les enfants sur la lecture au niveau de l'engagement, l'intérêt, les processus de compréhension, le vocabulaire. On a regardé quand même la conscience phonologique et la connaissance des lettres, même si on n'a pas travaillé là-dessus. Ce n'était pas notre objectif, mais il fallait regarder si en travaillant la lecture, on arrivait quand même à développer ces compétences-là.
Évaluation des enfants aussi au niveau de l'écriture, découper, coller, tracer, recopier, écrire. Et c'est sûr comme on intervenait au plan des processus de haut niveau, donc on voulait vraiment travailler les inférences, la capacité des enfants à élaborer des hypothèses, à discuter avec nous. C'est sûr qu'on a évalué aussi beaucoup ces processus-là. Alors, ici, ce que je vous montre, là, puis ça, vous pourrez prendre le temps de le regarder, c'est là où c'est une vue d'ensemble des résultats pour les enfants de 4 ans. Quand il y a des X, c'est parce que l'amélioration entre le début et la fin était significative. Mais aujourd'hui, je vais regarder un peu plus avec vous là, certains résultats au niveau du vocabulaire, des inférences et de l'engagement. Donc, au niveau des inférences et des élaborations, c'est ça qu'on a le plus travaillé dans notre programme d'intervention. Et pour chacune des questions, j'ai fait une espèce de score global. J'ai additionné toutes les questions qui visaient justement l'inférence et l'élaboration. Les enfants pouvaient dire une mauvaise réponse, ne sait pas. Souvent, les enfants répondent ne sait pas, pas de réponse. Une réponse incomplète, c'était 1 point, puis une réponse attendue ou complète, c'était 2 points. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'entre le groupe exposé et non exposé, à la fin, il y a vraiment une différence qui est très, très significative. Donc, on peut penser que quand on intervient au niveau des processus de haut niveau, on a une amélioration qui est plus significative que chez des enfants où on n'intervient pas sur ces processus-là. Groupe d'exposition et engagement, au premier temps, si on prend tous les enfants qui ont été exposés, il n'y avait pas de lien entre le groupe d'exposition et l'engagement. Donc, peu importe, au début, à la maternelle, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de différence entre les groupes. Alors qu'au deuxième temps, ce lien-là est présent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un lien entre l'engagement et l'exposition à la fin du programme, ce qui est très, très positif, mettons, en faveur du programme. Après ça, il y a des distinctions que vous pourrez prendre le temps de regarder. Et je dirais qu'au premier temps non plus, il n'y avait pas de lien entre la langue de l'enfant, la langue maternelle de l'enfant et son engagement. Tous les enfants sont comme égaux quand ils arrivent à ce niveau-là. Mais au premier temps, alors qu'au deuxième temps de mesure, il n'y en a pas non plus, mais on s'approche vraiment, vraiment d'un lien à la faveur des enfants francophones. Le vocabulaire, c'est très intéressant parce qu'on a utilisé 2 tests que vous pourrez prendre le temps de regarder là, dans la présentation. Les résultats, c'est assez intéressant parce que là, je vous montre un petit peu là, avec mon curseur. Groupe 1, ça, c'est ceux qui ont été exposés en service de garde. Il y a un effet qui est significatif du début à la fin, entre le temps 1 et le temps 2, donc au début de l'année, puis à la fin de l'année, on voit une progression qui est significative, mais qui est extrêmement significative. Dans la classe aussi, dans le groupe témoin aussi. Le seul groupe où on a des petits écueils, c'est dans le groupe doublement exposé. Et c'est là où il y avait le plus d'enfants anglophones. Je vous dis ça parce que tantôt, je vais revenir sur un petit peu la vulnérabilité qu'on a observée davantage chez les enfants anglophones. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que si vous regardez, bon, ELO 1 à 10, ELO 11 à 20, tout ça, en fait, ça devient de plus en plus complexe quand on avance les tâches. Et ce qu'on voit, c'est que les effets sont significatifs au SGMS et en classe, mais pas dans le groupe témoin. Ils sont moins significatifs dans le groupe témoin. Ça veut dire que quand on intervient sur le langage de façon spécifique, on voit des effets vraiment qui sont significatifs. Ensuite, si je compare l'intervention en fonction de son exposition, groupe exposé, tout le monde qui a été exposé par rapport au groupe témoin, là, on voit aussi que les évaluations sont très, très significatives dans le groupe exposé à cause du petit signe. Là. Ce petit signe-là, qui est plus petit que, dit que les effets sont très, très, très significatifs. Ils sont aussi dans le groupe témoin, mais vous voyez que plus le vocabulaire se complexifie dans les tests, moins les effets sont significatifs au cours des évaluations. Ce qui démontre que les effets, finalement, des interventions langagières qu'on a faites. Ensuite,
Bon, l'effet de la langue, on a voulu voir à un moment donné nos enfants francophones, anglophones et allophones, comment ils réagissent à ces programmes d'intervention-là. On savait que chez les enfants anglophones, il y a plus de vulnérabilité. Ça les études le disent. Je m'attendais à ce qu'on retrouve cette vulnérabilité-là au plan des enfants allophones, ce qui n'est pas le cas. Et c'est quand même assez intéressant. Chez les enfants allophones, le vocabulaire s'est amélioré de façon significative entre le temps 1 et le temps 2. Plusieurs hypothèses. J'ai commencé à consulter quelques études sur les enfants allophones. En fait, c'est que des fois, chez les enfants allophones, ils parlent déjà plusieurs langues. Donc, l'ouverture aux langues est peut-être déjà là, présente, et peut-être moins présente chez les anglophones. Mais on a une vulnérabilité qui est particulière là, chez les enfants anglophones. Ensuite, si on regarde les habiletés systématiques, écoutez, moi, je ne suis pas une fan de travailler les lettres et la conscience phonologique à 4 ans, OK? Je vous le dis tout de suite. Mais il y a un grand débat à l'heure actuelle au Québec sur est-ce qu'on devrait faire les lettres, la conscience phonologique à 4 ans ou on devrait davantage être dans le développement global. Bon, vous aurez compris que je suis davantage dans le développement global, mais ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'en faisant du développement global et qu'on anime des livres, on arrive quand même à développer des habiletés systématiques. Et regardez ce qui est assez intéressant. On a des différences significatives entre le temps 1 et le temps 2 sur la connaissance des lettres pour les francophones, les anglophones, les allophones, les exposés, les gens en service de garde, mais pas les gens en classe. Ça m'a vraiment surpris parce que je me serais attendue à ce qu'en classe, les élèves aient vraiment des résultats faramineux sur l'apprentissage des lettres. Mais ce que ça démontre, en fait, c'est que les enfants évoluent, peu importe, ils évoluent sur la connaissance des lettres, qu'on fasse de la conscience phonologique ou pas, qu'on fasse de l'apprentissage systématique de lettres ou pas. Donc, le contact avec les livres permet aussi de développer la conscience phonologique et les lettres. J'étais très contente. Écriture du prénom, ça, je me suis amusée à aller regarder ça parce que souvent, on dit que l'écriture du prénom est corrélée par la suite aux habiletés en écriture. À la fois chez les anglophones, les allophones et les francophones, entre le temps 1 et le temps 2, on a des effets qui sont significatifs, beaucoup plus à la faveur des francophones. Je pense que ça montre l'importance qu'on a, nous, les francophones, à quel point on accorde de l'importance à écrire son prénom très tôt dans la vie. Mais pour les 3 temps, c'était significatif. J'ai regardé les corrélations ensuite entre les liens, en fait, entre les différentes habiletés. Dans le groupe témoin au temps 1, les enfants étaient engagés et démontraient de l'intérêt. À la fin du programme, à la fin de l'année scolaire, ceux qui n'ont pas vécu le programme, on a encore des enfants qui sont engagés et plus les enfants sont engagés, plus ils comprennent quand on les évalue. On va aller voir dans les groupes exposés. Donc, dans les groupes exposés, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un engagement qui était corrélé à la compréhension au début du programme. À la fin du programme, on ajoute la corrélation avec les processus d'élaboration qui ont été extrêmement travaillés pendant l'année. Donc, ça démontre que le programme qu'on a fait, qui était centré sur l'inférence et l'élaboration, a eu les effets escomptés sur l'élaboration, qui est un processus, en fait, qui est très corrélé qui a des effets vraiment à long terme sur la capacité à lire, par exemple, en 4e année, quand les textes deviennent plus complexes. Autre résultat préliminaire en vrac, pour tous les enfants exposés, plus ils ont des scores élevés en inférence, plus les scores sont élevés sur le score global en compréhension. Donc, plus ils sont bons en inférence, plus ils sont bons en compréhension. Semble toutefois, à la lumière des premières analyses, que certains types d'inférences semblent moins complexes à travailler chez les tout-petits, 4 ans, 5 ans, dont celles qui concernent les élaborations. Dans les services de garde, c'est intéressant de constater que les améliorations significatives sont observées lorsque les enfants sont en action, parce que quand on est en service de garde, on privilégiait vraiment être en action, découper, tracer, coller, écrire. Ce qui serait davantage peut-être le cas en SGMS qu'en classe. C'est comme si on avait une perspective encore des fois traditionnelle de découper, on fait ça assis, de façon droite, écrire, on fait ça assis, alors qu'en service de garde, on était dans une approche beaucoup plus ouverte.
Il semble aussi y avoir des processus de base différents chez les filles et les garçons, en lien avec les améliorations significatives observées sur les processus d'inférence et d'élaboration. Là, j'ai encore du travail à faire par rapport à ces distinctions-là. Mais ce que ça démontre, en fait, c'est que nos garçons ne sont pas si en difficulté ça quand on travaille le langage, quand on travaille la compréhension. Des fois, nos garçons sortent même plus forts que les filles sur ce type d'habileté-là à cet âge-là. Et pour l'ensemble des enfants, une amélioration significative est observée sur ce qu'on appelle là, ici l'IDAPEL, c'est-à-dire les lettres et la conscience phonologique. Et là, j'ai encore besoin d'analyser de façon, là, j'en ai pour des années si je veux analyser ça pour expliquer un petit peu comment ça se passe, là, puis voir un petit peu aussi ce qui se faisait en classe pour voir est-ce qu'il y avait des pratiques systématiques là, en classe qui ont pu intervenir sur ces résultats-là. Conclusion, les résultats semblent démontrer à l'entrée qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes linguistiques sur la compréhension, l'engagement et les habiletés systématiques. C'est comme si les enfants en milieu défavorisé, c'est sûr, arrivent quand même à un niveau de base qui se ressemble. Et on observe toutefois certains écarts se creuser, malheureusement, à la défaveur des enfants anglophones. Et ce que ça dit aussi, c'est que les enfants exposés à des approches d'interaction langagière s'améliorent davantage que les enfants non exposés. Même si les améliorations ne sont pas toujours significatives, on voit quand même des courbes de progression qui sont plus élevées chez les enfants qui sont exposés à des programmes d'intervention langagière. Oh, je suis essoufflée. Je vous mets ici les sites. Dans une formation la semaine passée, j'ai repris un commentaire d'une éducatrice qui disait « Ça a changé, mais la façon de planifier mon travail. » Et ça, pour moi, c'est majeur. Ça, c'est vraiment un résultat qui est majeur. C'est pour ça que j'ai mis cette citation-là. Sur le site elesgms.ca, puis le PowerPoint va vous être envoyé. Là, vous allez retrouver des ateliers, tout le matériel nécessaire pour les 4 ans, plus l'adaptation anglophone, les ateliers pour les 5 ans, les ateliers complémentaires pour les organismes communautaires, tous les documents en ligne gratuitement, la démarche explicitée. Après, il faut acheter les livres et vous pouvez aussi, probablement, on regardera avec une école montréalaise, lancer l'idée de vous inscrire à une formation là, en commission scolaire, en école, avec vos conseillers pédagogiques. Je sais aussi qu'il y avait des gens du communautaire et des CPE qui étaient présents ce matin. On a le même projet, et les CPE. On commence l'expérimentation auprès de 150 enfants cet automne et on aura les résultats au printemps prochain. Mais les fiches, les livres, tout ça est déjà disponible gratuitement en ligne. Et la même chose pour le ELE communautaire. Un organisme communautaire qui n'aurait pas d'école affiliée pourrait aller sur le site elecommunautaire.ca. Le projet s'appelle « Histoire de famille » et démarrer son propre projet de façon indépendante. Donc, ça, c'est aussi un résultat du financement qu'on a eu là, avec une école montréalaise et Réseau Réussite Montréal qui nous a permis vraiment de bonifier le site ELE-SGMS, l'adaptation anglophone, d'ajouter les mathématiques, de tout mettre ça là, à jour. Donc, avant le questionnaire d'appréciation, je n'ai pas mis de bloc de questions, mais il y aurait la possibilité de poser des questions là, sur les effets auprès des enfants. Petit rappel, vous pouvez soit lever la main, soit mettre votre question dans le chat, en fait, et je la lirai à Julie. On m'a demandé de préciser par texto le sens de ce que j'appelle les inférences et l'élaboration. Les questions d'inférence, ce sont des questions qui sont plus difficiles à cet âge-là à répondre parce qu'on demande à l'enfant de faire des liens avec des connaissances qui ne sont pas directement dans le livre. Donc, c'est plus des réponses implicites qui ne sont pas textuellement écrites dans le livre. Et ce qu'on appelle de l'élaboration, c'est par exemple quand on va demander à l'enfant qu'est-ce qui arriverait si toi, tu te mettais à la place du personnage, tu ferais quoi? Comment tu penses que l'histoire va se terminer? Peux-tu me dire, quand je demande, par exemple, sur la page de couverture, de quoi tu penses que l'histoire va parler, ça, ce sont toutes des questions d'élaboration et d'inférence. Ouais. Donc, je suis prête pour les questions. Oui, il y aurait une première question ou commentaire de Paul Choquette et ensuite de Marcelina Lopez. Je m'excuse, j'ai oublié de baisser ma main, pardon. Ah, d'accord.
Marcelina, est-ce que tu veux toujours intervenir? C'est pour tantôt quand on parlait pour les parents, donc je pense que c'est déjà passé, c'est pas grave, c'était juste une petite quelque chose. Je voulais juste dire que l'approche avec les parents, il avait changé. Nous, les éducatrices, on a changé un petit peu les liens des parents avec l'école, parce que comme que nous, les éducatrices, on fait un petit peu moins peur que s'adresser directement au professeur ou à la direction d'école. Donc, nous, on pouvait faire les liens beaucoup plus facilement. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec nous que directement avec les profs et la direction. C'est tout. Merci, Marcelina. Il y aurait Nora qui voudrait poser une question ou faire un commentaire. Oui, bonjour, c'est Nora. Donc voilà, moi j'ai un groupe de 4 ans et j'ai vraiment constaté qu'en utilisant la lecture, les enfants sont passés à des marionnettes. J'ai des marionnettes que je leur propose et une fois que j'ai lu l'histoire, ils adorent interpréter l'histoire par rapport avec les marionnettes et leur langage, leur vocabulaire a complètement changé depuis le début de l'année. Et ils me demandent constamment d'avoir ces marionnettes-là pour faire des spectacles. Par rapport à une histoire que j'ai lue le matin même, et j'ai trouvé beaucoup le fun. Je pourrais vous dire que c'est merveilleux de les voir interpréter les histoires. C'est formidable. Merci. Voilà. Merci de ce témoignage. Ben, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? De mon côté, je n'en vois pas pour l'instant. De mon côté non plus, il y a un commentaire de Stéphanie Thériault, par contre, qui dit que c'est vraiment intéressant et qu'elle a hâte d'aller voir le site pour s'inspirer avec son groupe de maternelle d'ici la fin de l'année. Et Paul Choquette qui nous dit que c'est un projet formidable et qui vous remercie en fait pour votre travail précieux et utile. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir mené ce projet-là. J'ai l'impression que ça va faire des petits dans les années à venir, mais c'est un projet on a commencé ce projet-là en 2010 dans les régions éloignées du Québec. Et c'est un projet qui a vraiment grandi là, à partir de ces régions-là pour en arriver à l'École montréalaise avec qui on a bonifié le projet et on a intégré RRM aussi pour bonifier ces projets-là au niveau du communautaire. Donc, merci à ces organismes-là aussi. À qui je vais repasser la parole, dans le fond, pour le questionnaire d'appréciation. Là, je vais vous laisser avec ça, puis je serai là à la fin s'il y a d'autres questions. Là. Oui, je pense que la beauté, c'est qu'on a du temps, ce qui est extrêmement apprécié dans un événement comme celui-là. Donc, un gros merci à Julie. Donc, je vous place, vous voyez à l'écran un code QR pour le questionnaire d'appréciation qui prend vraiment quelques minutes à remplir. Donc, si vous avez votre cellulaire avec vous en utilisant l'appareil photo devant votre écran, vous aurez directement accès au questionnaire. Sinon, je viens tout juste de déposer le lien dans le clavardage, dans le fil de clavardage. Et ensuite, là, je ne sais plus si c'est... non, ça va être... est-ce que c'est moi qui nomme ça, Amel? Ben, tant qu'à y être. Donc, vous allez... en fait, c'est parce qu'Amel, vous l'avez dit en début de rencontre, vous allez recevoir aussi, si vous n'avez pas le temps ce matin de le remplir, le questionnaire d'appréciation, vous allez le recevoir par courriel. Vous allez recevoir aussi l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Et est-ce que j'oublie une information? Donc, vous recevrez ça par courriel.
Et vous voyez que vous verrez dans le questionnaire, comme ça a été mentionné à quelques reprises par Julie, il y a une formation qui commence à se développer, donc c'est donné conjointement pour les éducatrices en service de garde avec des participants intervenants d'organismes animateurs ailés. Et ça se poursuivra l'année prochaine. Donc, si vous êtes intéressé qu'on communique avec vous pour participer à la formation, à ce moment-là, vous laissez vos coordonnées à la fin du questionnaire d'appréciation et on vous rejoindra. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'information qui me manque, Amel? Non, je pense que tu as pas mal tout dit, en fait, Joanne. Juste préciser pour le code QR que ce n'est pas tous les téléphones intelligents dont la caméra détecte le code. Donc, si jamais vous n'arrivez pas, simplement utiliser le lien que Joanne vous a mis dans le chat pour répondre au questionnaire. Et Joanne a pas mal tout dit, donc vous allez vraiment recevoir un dossier documentaire qui comprendra le lien, un hyperlien de rediffusion et ainsi qu'un autre vers le questionnaire encore d'appréciation, excusez-moi, et le rapport final. C'est pas mal tout. Je peux me permettre juste pour faire jouer mon rôle de commanditaire. S'il y a aussi des gens qui sont là aujourd'hui, qui proviennent des milieux communautaires. Donc, la formation dont Joanne parle, RRM, très certainement, va continuer d'être collaborateur, complice et partie prenante du projet. Ce ne sera plus moi qui le ferai, mais vous pourrez communiquer avec Amel Boudina à RRM, qui fera aussi connaître les informations dans le cas où il y aurait des inscriptions qui se mettraient en branle là, à l'automne prochain pour une éventuelle formation. Alors, on va aussi suivre le mouvement et travailler conjointement, comme on a fait jusqu'à maintenant, avec l'équipe d'une école montréalaise pour offrir la formation aux jeunes communautaires également. Merci, Maryse. Très pertinent. Effectivement, on est ensemble depuis le début dans ce projet-là et il est prévu qu'on poursuive ensemble. Donc, moi, je voudrais prendre un petit moment avant qu'on laisse place peut-être à des commentaires parce qu'on a du temps et surtout d'autres questions, comme tu disais, Julie. Je veux prendre un moment vraiment pour remercier les participants, tant du milieu scolaire, donc on a eu aujourd'hui le témoignage de Wafa et Marcelina qui ont participé activement au projet de recherche, mais comme quelqu'un me l'a demandé en cours de rencontre, c'est important que vous sachiez, comme c'était un projet de recherche, ça s'adressait en fait à une école par commission scolaire anglophone et centre de services scolaires francophones. Donc, il y a eu une école participante par commission scolaire. Et donc, Wafa et Marcelina ont témoigné aujourd'hui, puis je veux les remercier. Et du côté du milieu communautaire, Holman, comme vous l'avez bien entendu, a été aussi très impliqué dans ce projet-là, du côté du milieu communautaire, et ce, grâce à Maryse Perrault. Maryse qui a porté ce projet-là avec Holman tout au long. Et donc, je veux aussi remercier aujourd'hui Amel de Réseau Réussite Montréal, puis bien sûr ma collègue Lude Pierre, avec qui donc on collabore depuis les tout débuts dans ce projet-là. Et là, on l'a peu entendu aujourd'hui, mais merci vraiment à tout le monde. Et surtout à Julie Mirbisaillon et toute son équipe, en fait, parce qu'elle a dit qu'il y avait une doctorante, il y avait aussi une consultante qui travaillait avec eux, une professionnelle de recherche. Donc, Julie, évidemment, c'est le chef d'orchestre, mais il y a toute une équipe derrière elle. Il y a eu toute une équipe dans le cadre de ce projet de recherche et un immense merci. Oui, un grand merci, Julie, au nom d'RRM. J'oserais dire que non seulement elle est chef d'orchestre, mais il y a des grands bouts qu'elle fait l'orchestre au grand complet. Alors, on le voit que Julie, c'est une naturelle. On voit que
elle est habituée de s'adresser à des groupes, mais non seulement ça, qu'elle aime s'adresser à des groupes et qu'elle aime le sujet dont elle traite très bien. Alors, c'est du gâteau, là, travailler dans ces contextes-là. Et moi, j'ai été associé à ce projet-là au début, ne sachant pas trop, et on a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions. C'est pas juste un projet de recherche universitaire extrêmement sérieux. C'est ça, oui. Mais on a vécu aussi toutes sortes d'événements. On a vu l'évolution des personnes, on a vu notre propre évolution dans nos conceptions. Alors, je pense qu'on a tous, peu importe le rôle qu'on a joué là-dedans, on a tous bénéficié d'une aventure humaine extraordinaire. Ça a été un réel plaisir partager ce projet-là avec RRM, avec l'École montréalaise, avec les éducatrices particulièrement aussi, puis Holman et les organismes communautaires aussi qui ont participé. Réel plaisir partagé. Donc, est-ce que c'est le moment où on prendrait des dernières questions, c'est ça? Oui, voilà. Donc, les questions peuvent s'adresser à Joanne, à Maryse, à Holman, à Marcelina ou à moi ou à Wafa. C'est libre à chacun. Il y aurait Isabelle de l'École Montcalm. Isabelle. Ton micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bien, c'est simplement pour dire que nous, moi, je suis enseignante aux 5 ans. Et puis, on a un projet, je suis nouvelle à l'École Montcalm cette année, à la maternelle. Et puis, on a un projet, la lecture interactive. Puis, on a 12 albums qu'on voit au fil de l'année. Chaque album est lu à 4 reprises avec des petites activités connexes, là. Donc, je me disais, je ne sais pas s'il y a un moyen s'il y a un lien à faire entre les deux ou s'organiser pour que ce soit comme une continuation ou c'est simplement un questionnement comme ça. Puis, à la suite de dans ma réponse au questionnaire, j'ai demandé l'information pour mes collègues. Je ne sais pas si mes collègues du service de garde sont au courant, mais j'aimerais recevoir l'information, pas pour moi évidemment, mais pour inscrire pour à tout le moins informer mes collègues du service de garde là, de votre fantastique projet. Voilà. En fait, pour répondre à la première question, c'est sûr qu'il y a des liens à faire. C'est sûr que je vois davantage c'est quoi ce programme-là. C'est-tu mené par un chercheur? C'est un truc qui est sur Internet, là, c'est un peu ça, mais j'aurais plein de questions en fait, à poser là-dessus. C'est sûr que si vous travaillez la lecture interactive, ben, si ça se continue en service de garde, c'est parfait là, dans le fond. Fait que oui, il y a toujours des liens à faire à chaque fois qu'on travaille la lecture interactive. Après, il faut voir comment c'est fait, avec quels outils et sur quelle approche. Puis, ben, comme vous l'avez indiqué aussi, on va faire le suivi avec vous pour voir si notre école a reçu l'information pour le service de garde en milieu scolaire. Il y avait une certaine Marcelina et une certaine Wafa qui voudrait intervenir. Ben moi, je voulais, je ne sais pas si c'est des réponses, je voulais donner des éléments aussi pour Isabelle. Donc, comme je le disais tantôt, c'est sûr qu'il y a de la formation. Il y a une formation qui va s'adresser aux éducatrices, qui va être déposée. Puis là, on verra si c'est conjointement sur le site d'une école montréalaise pour tous à l'automne, sur le site de Réseau Réussite Montréal. Donc, comme on l'a fait l'année dernière, là, on va continuer de s'attacher. J'ai envie de dire aussi qu'il y a certainement des liens à faire aussi entre nous, service de garde, les commentaires très pertinents de Paul Choquette, CP au Presco, chez vous, CSSDM. Donc, moi, je pense qu'il y a des liens à faire, puis Isabelle, vous pouvez m'écrire avec plaisir. Là, on conservera le lien. Merci beaucoup. Je voudrais juste transférer une question de Guylaine Morin qui demande si va-t-on être informé quand on pourra consulter le mémoire de Annie Chalifo? En fait, la thèse elle va être disponible cet automne. Cet automne,
elle va être disponible probablement en ligne, mais s'il y en a qui voulaient la consulter, plutôt, ils peuvent m'écrire directement. C'est ce que j'ai répondu à Guylaine, m'écrire directement, puis je leur enverrai. C'est quand même une brique, là. Et c'est plus théorique, mais si vous voulez la consulter, écrivez-moi, puis je vais vous l'envoyer avec plaisir. Est-ce que Marcelina et Wafa veulent toujours intervenir? On a, excuse-moi Maryse, on a encore une question dans le chat. C'est une question de France Plouf qui dit « J'aimerais connaître des exemples de projets de collaboration que la recherche a permis de développer entre éducatrices et enseignants. » C'est une très bonne question, mais on dirait que j'aurais envie de faire une passe à Joanne là-dessus. Moi, j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y a des groupes de co-développement, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas certaine si on arrive à le faire entre éducatrice et enseignante. Donc, je vais laisser Joanne répondre. Merci de me faire la passe, Julie. En fait, on a eu déjà dans... Et là, c'est comme une occasion de faire la petite histoire parce que ce projet de recherche-là, en fait, il découle d'un groupe de co-développement qu'on a eu à une école montréalaise pour tous au préscolaire 4 ans, évidemment, avant que ça devienne du 4 ans temps plein. C'était vraiment avec Lude, justement, ma collègue Lude. Et l'objectif était vraiment de travailler sur le thème de la collaboration, de la cohérence et de la complémentarité entre la classe et le service de garde. Et donc, quand est arrivé le 4 ans temps plein en milieu défavorisé, bon, pour ceux qui travaillent aux 4 ans depuis longtemps, c'est là que l'idée du projet de recherche est née. Et donc, ça a découlé. Mais ce qui a découlé, donc, c'est oui, le projet de recherche avec Julie dans le volet service de garde, qui s'est après ça attaché à la communauté, mais en même temps, il y avait, comme Julie l'a mentionné rapidement, avec la chercheure Hélène Turgeon pour le volet classe. Donc, Julie de l'Université de Sherbrooke et Hélène Turgeon de l'UQAM au début, on a amorcé ce projet-là ensemble. Et je vais le résumer comme ça, Julie, tu peux le dire autrement, mais moi, je dirais pour les éducatrices, quand on travaille au niveau du volet éducatif, quand on a des intentions d'ordre éducatif et ludique, bien, nos intentions puis notre programmation va être différente de la classe où on est vraiment dans des intentions pédagogiques. Je ne sais pas, Julie, si tu veux ajouter. Non, tout à fait, tout à fait. La difficulté vraiment à faire des projets de recherche, de collaboration, c'est vraiment la difficulté au niveau des, des horaires, deux, du fait qu'en ce moment, il y a pénurie chez les enseignants et chez les éducatrices. Donc, libérer les deux en même temps, ce serait tout un casse-tête. Mais c'est nécessaire de poursuivre dans cette voie-là, surtout, je dirais, pour les enfants de 4 et 5 ans. Surtout. On a Véronique Legault qui dit qu'elle aimerait poser une question. Donc, Véronique, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre son ou votre caméra et poser votre question. Donc, bonjour. Merci pour la présentation de ce matin. Donc, j'ai bien compris qu'au départ, certaines écoles avaient été ciblées par pour chacune des commissions scolaires francophones. Maintenant, qu'en est-il de la suite des choses? Donc, est-ce que c'est les écoles qui doivent aller s'inscrire? Est-ce que ça doit être fait via l'entremise d'une CP? Donc, est-ce qu'on peut faire la promotion de ce beau projet-là auprès de différentes écoles? Donc, dans le fond, ce que j'aimerais savoir, c'est la procédure ou la marche à suivre pour répandre cette bonne nouvelle. En fait, je vais prendre la première partie puis je vais refaire une passe à Joanne. Évidemment, vous pouvez faire la promotion de ce projet-là parce qu'il est gratuit en ligne. Donc, tout le monde peut aller le voir gratuitement en ligne. Maintenant, pour la formation, là, je laisse Joanne prendre le relais. En fait, comme je disais plus tôt, oui, c'est ça. Peut-être que c'est vraiment pertinent de départager. Julie, elle a placé les liens des sites qui ont été montés par elle et son équipe et dont toutes les fiches d'activité, celles qui sont déjà curieuses, qui sont allées voir les fiches, tout est là, tout est gratuit, la liste des livres et tout ça. Du côté d'une école montréalaise pour tous, avec Réseau Réussite Montréal, ce qu'on a fait, c'est que, pas
c'est pas nous qui avons développé la formation, évidemment, c'est Julie qui déjà, elle, la donne. Donc, il y a eu une formation de données qui s'est amorcée l'année passée, puis qui s'est terminée cette année pour les participants qui avaient déjà débuté la formation. Mais effectivement, si dans le questionnaire, comme je le disais plus tôt, vous laissez vos coordonnées à la fin, bien sûr, éducatrice, CP, quiconque, on va vous contacter. Et sinon, ça sera sur nos sites à la rentrée, là, nos sites Internet respectifs. Une école montréalaise pour tous et Réseau Réussite Montréal. Parfait, c'est très clair, merci. Donc, il n'y a pas plus de questions, en tout cas pas dans le chat. Camille Loira nous dit qu'elle a un message de Lucie Baudin. Un grand merci pour ce fabuleux projet et à toute l'équipe qui contribue à nous transmettre ces recherches et expertises pertinentes, enrichissantes avec et pour tous les acteurs et actrices concernés et en devenir. Oui. En fait, comment dire, on dirait que ce projet-là, pour moi, j'ai comme découvert, je savais un peu, mais on dirait que j'ai comme découvert à quel point le travail des éducatrices en milieu scolaire est peu valorisé. Souvent, on les appelle, je vais le dire comme ça, les petites madames de l'école, les petites madames de la garde scolaire. Et je pense que dans le système scolaire dans lequel on vit actuellement, on fait reposer beaucoup de responsabilités sur, je vais dire, ces femmes-là, parce que les hommes sont moins présents dans la sphère du parentage et de ces milieux-là. Et je pense qu'un projet comme ça est très utile pour aussi, je le répète, mettre la lumière sur le rôle qu'elle joue dans le système scolaire québécois. Donc, je suis contente de voir la réception aussi de ce projet-là. Je ne sais pas si Wafa et Marcelina l'ont dit, mais Marcelina, oui, tu applaudis. Elles ont souvent dit, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Julie, en tout cas dans leur école, qui est une école, l'école qui accueille le plus grand nombre de groupes d'enfants du préscolaire 4 ans et 5 ans sur le territoire Marguerite-Bourgeois. Elles ont dit, puis je le dis dans mes mots, mesdames, là, mais le niveau de reconnaissance à l'égard de leur travail, donc leur engagement, leur implication et toute la transformation de leur approche leur a apporté beaucoup de reconnaissance de la part de toute l'équipe école et de toute l'équipe de direction. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter. J'ai une petite question, pas question. Est-ce que c'est possible de parler? Oui. Oui. Seulement j'aimerais dire un grand merci à la bibliothèque du Boisier dans l'arrondissement de Saint-Laurent parce qu'à la madame qu'elle était toujours là avec nous chaque samedi quand on va faire l'atelier à la bibliothèque. J'ai oublié, dommage, son nom, mais seulement il y a de la possibilité qu'elle va voir qu'est-ce qu'on a fait à l'école ici, ces projets-là, si c'est possible qu'elle peut regarder les projets, les rapports finaux, je ne sais pas, de la bibliothèque du Boisier. La madame qui était, j'ai oublié son nom, je me rappelle, je ne me souviens plus de son nom. Non, moi non plus, j'ai un blanc, Wafa, mais oui. Je prends la responsabilité de lui envoyer le dossier et les informations. Parce que c'est elle était là toujours pour nous accueillir. Oui, elle a été une collaboration extraordinaire, c'est vrai. Merci beaucoup, merci. Merci, Wafa. Merci. Moi, je voudrais ajouter à propos de la coopération avec les profs. Pour moi, c'était significatif parce que comme j'ai le sentiment que j'ai pris de l'assurance. Donc, Julie, elle m'a donné beaucoup d'assurance. Je deviens émotive toujours avec ça. Donc, je vais vers elle maintenant. Je ne suis pas gênée, moins gênée. Et je parle beaucoup. Cette année, j'ai une prof magnifique.
Et on parle beaucoup. On ne parle pas exactement des livres ou des choses comme ça parce qu'on n'a pas le temps. Vraiment, on se croise. Mais je me suis donné la mission d'avoir plus de contact avec elle. Donc, je m'en vais plus tôt. Et je passe au moins 15 minutes, 20 minutes avec les enfants et la prof dans la classe. Et on croise quelques mots. Et on parle, des fois, on parle des enfants qui ont des difficultés, ou les choses qui ont fait les enfants dans la classe, ou le service des gardes. Et je pense que ça crée un lien vraiment fort. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, aussi, je voudrais remercier à Julie, à Annie, à Joanne, à tout le monde, à Marie, à Joanne Cyr, parce qu'il y a beaucoup de Joanne dans cette histoire. Et je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur. Ça a été une révélation pour moi et je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Merci. Merci, Merci, Marcellina. Merci, Marcellina. Je trouve que c'était le mot de la fin, à mon avis. Hein? Les témoignages de Wafa, Marcellina. Holman, peut-être, oui, je vois tout, ta caméra. C'est un plaisir de te voir dessus. Oui, vas-y. Oui, non, c'est simplement pour vous remercier, pour tenir compte de l'accueil aux immigrants, la participation des familles migrantes dans ce projet. C'est une belle opportunité de donner aux enfants l'opportunité d'améliorer la lecture et de travailler. Un grand merci à Joanne, à Maryse, à Julie, à toute l'équipe, mais surtout aux intervenants parce que pendant chaque rencontre, on apprenait beaucoup de choses, on fait une rétroaction vraiment intéressante, ça aide beaucoup, mais merci beaucoup pour tenir compte d'un organisme communautaire et aux familles migrantes. Merci, Holman. Merci, Holman. Vraiment, donc, Marie, Julie, Amel, Lude, les collègues, est-ce qu'on se dit à la prochaine? Ben oui, tout à fait. Je pense qu'on ça a été un bel événement, je pense, qui a été apprécié. Je remercie tout le monde, là, tout le monde qui a mis la main à la pâte et puis tout le monde qui a participé de manière. On a eu une audience très stable d'à peu près, je dirais, 70% des gens inscrits, ce qui est un très bon score. Ben moi, avant de nous laisser, je veux dire un merci tout spécial à Maryse qui, comme elle l'a annoncé, poursuit sa vie dans une autre direction, c'est-à-dire le moment de tourner la page, disons, au niveau du travail, mais certainement pas au niveau des projets personnels, te connaissant un peu. J'imagine que tu as d'autres projets, mais je veux te dire un gros merci, Maryse, parce qu'effectivement, quand on a sauté à pieds joints dans ce projet de recherche, tu arrivais à Réseau Réussite Montréal. Donc, écoute, c'est comme si tu étais là depuis toujours. Tu as sauté aussi dans ce beau projet à pieds joints et moi, je tiens vraiment personnellement à t'en remercier grandement, bien sûr pour le bénéfice de toutes les familles. Bien, je te remercie beaucoup, Joanne, mais bon, dans le fond, c'est moi la plus grande bénéficiaire. Parce que je pars avec ça, ça fait des très beaux, des beaux souvenirs, puis un accomplissement aussi que je chéris. Alors, ça m'a donné l'occasion de connaître des gens, des femmes et des hommes moins, mais bon, des femmes formidables dans toutes sortes de milieux, avec toutes sortes de compétences, de connaissances. C'est vraiment très enrichissant. Alors, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis, moi, je l'ai écrit à plusieurs. N'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous appeler. Puis, on espère que l'année qui vient, tout le monde sera vacciné à 75%, qu'on laisse un peu tomber ces écrans. Ça va faire du bien. Passez un bel été. Bel été. Un gros merci. Alors, avant qu'on se mette tout à pleurer, j'arrête ça. Bye bye.